Là, je remets le share. Voilà. Alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je reprends toute cette partie-là, parce que, en tout cas, quand je fais le tour de la question, dit Caton, je trouve quatre raisons qui font paraître la vieillesse déplorable. Ça ne veut pas dire qu'elle est déplorable, mais elle paraît déplorable. La première, c'est qu'elle écarte des affaires. Bon, quand on est vieux, on arrête de travailler. La seconde, qu'elle affaiblit le corps. Bon, ça, tout le monde le sait. La troisième, qu'elle prive de presque tous les plaisirs. C'est à discuter. Et la quatrième, qu'elle est proche de la mort, la crainte de la mort. Si vous voulez, voyons dans quelle mesure chacune de ces raisons est juste. Il va exactement faire l'inverse, nous montrer que ces raisons ne sont pas justes. Donc, on est au contraire agréable plutôt que déplaisant, nous dit-il. On n'est pas déplaisant dans la vieillesse. De même que les sages vieillards ont plaisir à voir des jeunes doués d'heureuses qualités, et que la vieillesse est plus légère à ceux qui sont respectés et appréciés par la jeunesse, de même les jeunes apprécient-ils les leçons des vieillards qui les engagent à s'attacher aux vertus. Ben moi, je ne suis pas du tout sûr de ça. Je pense qu'il y a... Ça dépend. Souvent, les jeunes ont un espèce de mépris pour tout ce qui est vieux. C'est du passé. C'est plus là. Euh, Juste une chose, il y Oui. a un feedback, il y a un aller-retour. Lorsque les gens sont dépressifs, ça génère aussi des relations qui ne sont pas toujours dans les meilleures qualités. Je suis d'accord. Et c'est souvent on n'a pas envie d'avoir les vieux avec nous, hein. On n'a pas envie. Parce qu'ils sont aigris, c'est tout. Pas forcément parce qu'ils sont aigris, mais parce qu'ils Triste. ils sont, ils sont pas comme nous, quoi. Ils Non, sont mais pas il y a le monde dans lequel on vit, il est basé sur la valeur, c'est-à-dire même l'argent, le pouvoir. Et ceux qui perdent de la valeur et du pouvoir sont pas vus comme des gens comme il faut. oui, Moi, je pourrais poser une question, si c'est possible. oui. À quel âge, vous parlez d'être vieux, à partir de quel âge? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que ma mère a vécu jusqu'à l'année de ses 97 ans, jusqu'à sa 97e année, et j'entends encore à 80 ans dire, mais si, laissez-moi tranquille quand je serai vieille. Oui. Si quelqu'un voulait faire quelque chose. C'est-à-dire, de quel âge vous parlez? Alors, je vais me permettre, Déborah, de ne pas répondre. Je vais vous dire pourquoi. Je vais Non, vous pas dire vrai. pourquoi je ne vais pas répondre. Parce que on va en parler de ça. On va en parler un peu plus tard. Mais c'est exact, c'est une très bonne remarque que vous faites là, parce que c'est quelque chose d'important. Qui est vieux? Qui est le vieux? Qui appelle-t-on vieux? Mais Est-ce c'est que la c'est question. l'apanage des vieux d'être aigris? Je n'ai pas vu Et qu'il y avait moi, je voulais dire, j'ai l'impression que en tant que personne âgée, si on s'intéresse, mais sincèrement, hein, à ce que font les jeunes, à ce qui est leur vie, à ce qui les intéresse, ou qu'on s'intéresse vraiment à eux, moi j'ai l'impression ils sont très touchés et ils aiment bien parler, ils aiment bien qu'on les écoute. Et ça crée vraiment une relation agréable, je trouve. Et après, ils sont prêts à poser des questions aussi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ou des choses comme ça, quoi. S'il n'y a pas l'aigreur de la vieillesse en disant hein, Mm. tous les jeunes, alors oui, je suis tout à fait d'accord, Ephrat. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on commence par dire que leur époque, elle est beaucoup moins bien que la nôtre, que nous, c'était Ouais. formidable, que ceci, que cela, forcément, Oui. ça va pas, ça va très loin, quoi. Non, quand on a une attitude critique à l'égard des jeunes, eh bien, c'est ce qui se passe. Et c'est triste parce que on perd le contact, on perd la communication. Mm. Alors que si on est réceptif à ce qu'ils font, par exemple, il y a un truc génial, il y a des musiques qui sont assez impénétrables pour quelqu'un d'âgé, hein. Euh, du, du rock metal, des trucs comme ça, il y a, que les jeunes aiment. On va tout de suite. Ah non, hein, pas ça. Ben, si on fait ça, on brise la communication.
Il faut être capable de s'adapter à cette jeunesse qui est différente de nous, presque dans sa totalité. Je ne peux pas comparer les jeunes d'aujourd'hui à ce que moi, à ma jeunesse, à moi, ça n'a aucun rapport, presque. Mais il faut savoir accepter les jeunes d'aujourd'hui et comme ils vivent et leur façon de faire. Et, et regardez en Israël, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire là-dessus. Avant le 7 octobre, on disait la jeunesse, aujourd'hui, elle ne vaut rien, ils droguent, etc. Ben, la jeunesse aujourd'hui, chapeau, hein, chapeau en Israël, parce qu'ils se sont drôlement bien conduits. Hein. Donc, c'est pas tout à fait comme on nous le présente. Ouais. C'est pas la En plus, jeunesse. moi, j'ai l'impression aussi que évidemment, ils sont au cœur du monde et que si on veut continuer à vivre dans ce monde-là, ce sont nos meilleurs, on pourrait dire, euh, comme des meilleurs guides, quoi, parce qu'ils vont nous donner des éléments de compréhension du monde qu'on n'a pas Ouais. directement nous. Oui. Rafi, tu peux développer, tu dis la jeunesse en Israël après le 7 octobre, c'est bien conduit. Est-ce que tu peux développer un peu? Pas tout simplement, hein. On disait, ils voudront pas se battre, ils sont pas, c'est pas, ils sont pas, ils se droguent, ils boivent de l'alcool, etc. Mais ils se sont tous précipités pour aller se battre et en grand. Hein. Ce sont, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui apparaît. Ah oui, je sais ce que c'est. Je vous demande juste une seconde parce qu'on a un petit problème. Ça a fait un. Comment je vais l'enlever? C'est ça, je veux l'enlever surtout. Je vais essayer de faire comme ça. Je vous demande une seconde, hein, parce qu'il y a un petit problème et je veux pas perdre ce qui s'est passé là. Tac. Je vais le mettre quelque part pour le protéger. Je vais vous demander une seconde de patience. Vous allez ailleurs. Vous allez là. Voilà. Maintenant, c'est protégé parce qu'il y a eu, à cause de la panne, on va le fermer, cela. Stop share. Voilà. Allez, on revient. Je rouvre à nouveau le share screen, s'il veut bien se donner. Pourquoi il n'est pas là? Ça doit être ça. Voilà. J'ai des problèmes. Je suis obligé d'arrêter. Prenez votre temps. Oui, oui, merci. On a tout notre temps, nous les vieux. Voilà. Donc ça va. On peut arrêter. Je rouvre. Maintenant, j'espère que ça va aller. Pourquoi il me donne ça? J'en sais rien. On aurait besoin d'un chaîne, hein, non? Si on a besoin du diapo ou du diaporama, parce que sinon, ça ira pas. Une seconde, je vais faire quelque chose. Je vais fermer le diaporama, je vais le rouvrir. On est à la 75. Maintenant, je vais le rouvrir dans 2 minutes.
La maison s'excuse de la panne, là. C'est pas, enfin, c'est même pas moi, c'est même pas de ma faute, mais euh, donc, voilà. On y arrive, on y arrive. Soyez patients, c'est tout. C'est pas encore au point tout ce système d'enregistrement. Voilà. Donc maintenant, je reviens ici. J'ouvre. Voilà. Nous avons à nouveau le texte. Je voulais juste dire quelque chose sur la vieillesse. Quand on parle de la vieillesse, on parle généralement de la vieillesse. Mais je pense que c'est plutôt un cas particulier. Chaque personne est particulière vis-à-vis de la vieillesse. Je vois dans des mariages ou dans des bar mitzvahs, des personnes âgées, comme on dit âgées, d'abord beaux, et qui dansent, qui sont tout le temps sur la piste, alors que vous avez des petits jeunes hommes de 30, 40 ans qui vont pas du tout danser et voilà. Donc, je pense que c'est surtout personnel, comment traiter la vieillesse. Et c'est ce qu'a dit Je, Déborah, hein. C'est ce que dit, nous proposait Déborah de parler de ça. Oui, à je, partir de quel âge on est vieux? Vous Oui. avez je- même des dames à 80 ans qui sont magnifiques. Elle nous avait donné son âge, elle n'est pas là, Virginie, que je trouve magnifique à 80 ans. Il y a des dames qui sont magnifiques à 80 ans et c'est pas et la vie continue. Et moi, là, je vous voudrais, avez des jeunes gens des femmes qui ont 50 ans et qui sont tristes et, qui sont tristes. Je moi, pense que c'est plutôt personnel, hein. Pardon. je voudrais rajouter quelque chose, je rebondir sur ce que dit Simone, c'est que pour moi, je veux dire, la vieillesse démarre lorsqu'il y a un état de dégradation physique ou mentale. Et donc, malgré le fait que j'ai moins de capacité qu'il y a quelques années en arrière, ceci est compensé par un épanouissement mental. Donc, aujourd'hui, je me sens mieux dans ma peau qu'avant. Donc, quelque part, voilà, un petit peu, on peut faire, ça fait le lien avec ce que dit Simone, les gens qui s'amusent au milieu de la piste, et puis les gens qui sont jeunes et qui sont plus coincés à l'extérieur. Voilà. Mhm. Oui, tout à fait d'accord. Alors, je continue le texte. Et je ne pense pas vous être moins agréable que vous ne l'êtes pour moi. Donc, il y a une réciprocité entre les jeunes et les vieux pour Caton ici. En tout cas, vous ne voyez pas seulement à quel point la vieillesse comporte vigueur et énergie. Elle est aussi active, toujours occupée, déployant ses efforts, évidemment semblable dans son activité à ce qu'elle était dans les âges précédents. Et que dire de ceux qui enrichissent même leurs connaissances? Et oui, vous savez, moi je connais des gens qui, à l'âge de 80 ans, commencent un doctorat à l'université. En Israël, il y en a plein. Les gens de 80 ans, ils ne travaillent plus, ils sont là, ben, je vais à l'université, je vais me faire un doctorat. Et ils Ça font, coûte cher la fac en Israël, non? oui, ça coûte cher, ça coûte 13 000 shekels par an, quoi. Peut-être un peu plus maintenant, avec l'augmentation du coût de la vie. Mais bon, ils vont à l'université, ils font un doctorat, ils sont dirigés par un professeur et ils font quelque chose de conséquent, hein. C'est pas rien de faire un doctorat, c'est du boulot. Donc, il y a des gens comme ça, oui, il y a des gens comme ça, absolument. Comme il y a des écrivains qui ont commencé à écrire à l'âge de 70 ans, hein. Il y a de tout. Nous voyons Solon, Solon c'est un grand poète, hein, se glorifier dans ses vers de vieillir en apprenant chaque jour quelque chose. J'ai fait de même en m'attachant dans ma vieillesse aux lettres grecques. Je me les suis vivement appropriées, comme pour étancher une soif ancienne, afin de connaître ce domaine où vous me voyez aujourd'hui puiser mes exemples. Apprenant que Socrate avait étudié la musique, je voudrais moi aussi m'y mettre. Les anciens l'étudiaient,
mais c'est dans le domaine littéraire que j'ai fourni tous mes efforts. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on on peut plus faire des choses, on peut découvrir le monde. Et je crois que un des symboles de la vieillesse, ce n'est pas l'âge, c'est la curiosité, Mm. l'intérêt pour les choses. Si vous avez de l'intérêt pour quelque chose, eh bien, vous ne vous sentirez pas vieux. Alors, c'est quelque chose qui doit être pratiqué, hein. C'est très important. Et alors, Caton nous dit, je ne désire pas non plus la vigueur de la jeunesse. C'était en effet le second des défauts de la vieillesse. Et pas plus que jeune homme, je ne désirais celle du taureau ou de l'éléphant. Et pas plus que jeune, je ne désirais celle du taureau ou de l'éléphant. Quand j'étais jeune, je n'avais pas la vigueur d'un taureau ou d'un éléphant. Mais j'avais plus de vigueur physique, c'est sûr. Il faut utiliser ce qu'on a. Et ça, c'est très, très, très important. Il faut utiliser ce qu'on a. Et quoi qu'on fasse, le faire en fonction de ses forces. Il ne faut jamais essayer de dépasser. Souvent, il y a des vieux qui vont aller trop loin. Le lendemain, ils restent au lit. Parce que ça fait mal. Il faut le faire en fonction de sa force, de son potentiel, de ce qu'on a en soi, pas au-delà. Vous savez, on dit souvent aux gens âgés dans les salles de sport, hein, de ne pas dépasser Tes limites. leurs limites. Ne pas dépasser les limites. Quand on dépasse les limites, c'est pas bon. Y a-t-il en effet des paroles plus méprisables que celles de Millon de Crotone? Il était déjà âgé et voyant sur un stade des athlètes s'entraîner à la course, il considéra, dit-on, ses bras et gémit. Ils sont déjà morts. Ben oui, ben si tu peux plus faire ce que fait un jeune sur un stade, ça ne veut pas dire que tes bras sont morts. Mais si tes bras sont morts, c'est que tu les sens morts, toi. Donc ils sont morts. C'est que tu n'as plus cette faculté de dire, OK, je peux encore faire des choses. C'est pas parce que mes bras ne fonctionnent plus comme ceux d'un athlète dans un stade que je suis mort. Simplement, je vis autrement. Tes bras, non, c'est plutôt toi, radoteur. Ce n'est jamais de toi-même, mais de tes flancs et de tes bras que tu as tiré ta renommée, parce que c'était un sportif, Millon de Crotone. Rien de tel chez Sextus Aelius, ni bien avant chez Tiberius Coruncanius, ni aujourd'hui chez Publius Crassus, qui prescrivaient le droit à leurs concitoyens et dont la sagesse s'est manifestée jusqu'à leur dernier souffle. Bon, ils ne pouvaient plus faire de sport, mais ils enseignaient le droit. Et pourquoi pas? Pourquoi un professeur d'université à 70 ans n'enseigne plus? Ça, je ne comprends pas, moi. Au contraire, il devrait remplir l'amphithéâtre et donner sa parole. Mais non, il a été retraité, c'est fini. C'est plus à toi de le faire. Bien dommage. Il y a encore à tirer de la substantifique moelle de là-dedans, hein. C'est pas rien. Je crains cependant que l'orateur ne soit affaibli par la vieillesse. C'est une fonction qui ne demande pas que de l'intelligence, mais aussi du coffre et des forces. Alors, je reprends cette phrase parce qu'elle est importante. Un orateur, c'est celui qui peut parler devant les autres, hein. Et il est évident que dans la jeunesse, on peut parler, moi je l'ai vécu bien, bien des fois, quand j'enseignais devant 200 personnes, donner une conférence à 200, 300 personnes, et que j'étais jeune, bon, je ne le sentais pas passer, hein, ça ne me faisait rien. Aujourd'hui, s'il m'arrive de donner une conférence même devant 30 personnes, 40 personnes, ben, je le sens. Je sens, je n'ai plus la même force. Pourtant, vous avez l'expérience. Oui, mais ce n'est pas seulement une expérience, c'est aussi une force physique qu'il faut. On dépense beaucoup d'énergie quand on parle. Et on a moins d'énergie avec l'âge. On va y revenir je ne sais pas si aujourd'hui, mais on va y revenir sur cette notion d'énergie. Parce que les Chinois, ils nous apprennent beaucoup sur l'énergie.
C'est une fonction qui ne demande pas que de l'intelligence, mais aussi du coffre et des forces. Parler en public, surtout à l'époque de Caton, où il n'y avait pas de micro, où il n'y avait rien. C'était bien plus difficile. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un coffre, une voix qui s'entend loin, vous avez le micro et puis ça va. Mais tout de même, ça nécessite un grand effort. Certes, chez les vieillards, la voix reste encore brillante. Je ne sais pour quelle raison. Je n'ai pas encore perdu la mienne, et vous voyez mon âge. Mais en fait, c'est un ton de conversation calme et détendu qui convient au vieillard. Et chez le vieillard cultivé, c'est un discours équilibré et apaisé qui assure par lui-même une audience. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'avoir du pathos en parlant. Il n'a pas besoin d'avoir ce charisme. Mais s'il parle calmement, gentiment, doucement, agréablement, ben on va l'écouter. Et s'il n'était pas possible de s'y conformer, on pourrait pourtant conseiller Scipion et Lélius. Car quoi de plus agréable une vieillesse sollicitée par la soif de connaître de la jeunesse? Et c'est vrai, et vous l'avez dit tout à l'heure, Simone, ou Ephrate, quand vous adressez, quand un jeune vous parle et que vous l'écoutez, il va vous poser des questions. Parce que lui aussi, il veut connaître. Il veut connaître et il veut savoir ce que vous pensez parce que vous avez une expérience. Et ça, c'est très important, l'expérience. Et les jeunes savent Alors, qu'ils ont d'expérience. hmm, Et ce qui se dit là, pensez à deux choses. La première, c'est que bien souvent, on voit chez des chanteurs que leur voix ne s'altère pas avec l'âge, mais au contraire, elle s'améliore. Et la deuxième chose que je perçois à la suite de cette phrase-là, c'est que bien souvent, la voix, c'est le reflet de ce que l'on est. C'est-à-dire, si on ne se sent pas bien, on a des voix qui sont hésitantes. Ça transmet beaucoup, la voix. Moi, je trouve qu'à travers la voix, on arrive à percevoir les gens, même quand on ferme les yeux, surtout quand on était au téléphone avant sans voir la personne. Rien qu'avec la voix, on comprenait énormément de choses, ou bien quelqu'un de sensible peut aussi y voir beaucoup de choses. Voilà. je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tu viens de me rappeler, Gérard, que Enrico Macias va faire un spectacle, je ne sais plus où, hein, devant des centaines de personnes. C'est tout de même assez impressionnant, parce que c'est pas une jeunesse. Et je l'ai vu récemment dans les meetings, parce qu'il chante aussi dans les meetings quand je vais à DDF. Et donc, il est tout à fait content de sa phrase qu'il a sortie, il faut les dégommer. Et donc, il a laissé comme ça une citation qui va rester longtemps. Mhm. Ouais, bon. C'est impressionnant de voir ces gens-là, Mm. à des âges avancés, se produire sur la chaîne. Sur la chaîne. Ça, il y en a de plus en plus, hein, d'ailleurs, je dois vous dire. Il y a un mouvement en ce moment. Moi, j'ai été très impressionné quand Stallone a fait ses films avec les vieux, là, des films qui valent pas grand-chose. Comment ça s'appelle, je sais plus le nom, Expendables en anglais, je crois. Euh, mais c'est ces vieux qui vont régler un problème par les armes, par la force. Et c'est tous des vieux, hein. C'est tous des gens qui ont dépassé largement la cinquantaine. Et c'est intéressant de voir ça, parce que on avait dit sur ce film, les papis sont de retour. Les papis sont de retour, j'avais exprimé l'expression. Et il y a quelque chose de ça. Il y a souvent, regardez Anthony Hopkins, il n'arrête pas de jouer, il a plus de 80 ans, il n'arrête pas de jouer. Il est constamment en train de tourner des films. C'est tout de même assez remarquable. Regardez en France Lynn Renault, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir des Oui, gens comme ça. Hugo Frey, qui a 93 ans aussi, fait Oui, sa Et tournée. ça tournait, ouais. Et, et ce qu'il y a, c'est que quand on voit des gens comme Brigitte Bardot, qui a dû arrêter sa carrière à 40 ans, peut-être, elle était encore belle et tout, et tout, et tout, des gens qui ne veulent pas se montrer différemment que par leur beauté. Et une femme comme Catherine Deneuve, qui était magnifique et qui continue à jouer aujourd'hui à plus de 80 ans, et les traits de son visage, on les voit de son âge. Et donc, il y a complètement un divorce entre ce qu'elle était et ce qu'elle est aujourd'hui. Et je trouve qu'en fin de compte, il ne faut pas vivre
en considérant que le regard des autres doit rester intact, mais il ne faut pas avoir honte du regard des autres, il faut s'exprimer autant qu'on peut et il faut vivre pour soi et pas en fonction du regard des autres. Exactement. Et dans le monde du spectacle, particulièrement, les vieux ont du mal à rester en place parce qu'on cherche des jeunes. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens âgés qui jouent au cinéma, qui jouent au théâtre, qui n'abandonnent pas, qui continuent jusqu'à des âges très avancés. Eh bien, ça, c'est un très bon enseignement pour nous tous, hein, c'est sûr. C'est le cas de Oui, Sylvie Vartan qui fait sa tournée aussi, avec des gens de son âge comme Hugo Frey, etc., Oui, oui, comme Adamo, etc. oui, C'est très bien. oui. Et la vieillesse est aussi souvent liée à des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Regardez, il est écrit dans le livre de la Genèse, il arriva comme Isaac était devenu vieux, il a vieilli Isaac, que sa vue s'obscurcit, il est presque devenu aveugle. Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il répondit, me voici. Alors, Isaac reprit, voici, je suis devenu vieux, je ne connais point l'heure de ma mort. Il y a beaucoup à apprendre de ces deux versets. D'abord, il se tourne vers Ésaü. Ésaü, pas d'après la Bible, c'est un bon garçon. D'après la loi orale, c'est un mauvais garçon. Et Isaac préfère Ésaü à Jacob, comme Rebecca préférera Jacob à Ésaü. C'est d'ailleurs, c'est un drame, ça. C'est un drame de famille, ça. Ça, c'est quand on préfère un enfant à un autre, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Il y a une discrimination de cet ordre-là dans la famille, toujours une catastrophe. Mais c'est pas ça qui me fait réagir. C'est que Isaac se sent vieux, donc il veut s'appuyer sur un de ses fils. Et il s'appuie sur celui qui a la force physique, qui est le chasseur. C'est Esaü. Et il lui dit la phrase suivante, voici, je suis devenu vieux, je ne connais point l'heure de ma mort. On ne sait jamais quand on va mourir. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on va mourir. On peut vivre encore des dizaines d'années vieux. On ne connaît point l'heure de notre mort. On ne sait pas quand on va mourir. Donc, il ne faut pas, quand on est vieux, hein, se dire, ah ben, je vais mourir maintenant. Non, je vais mourir. Mais quand? J'en sais rien. Il y a beaucoup dans la vieillesse une part de santé mentale qui interfère parce que je pense que on a quand même on doit garder le sens des responsabilités et on doit pas, par rapport à nos enfants, l'héritage que l'on donne, leur léguer des problèmes, mais au contraire, je veux dire, s'élever au-delà des problèmes et se sentir responsable de ce que l'on fait pour rester une référence et un modèle ou un exemple. Oui, c'est pas toujours possible. Quand C'est quelqu'un vrai. quand quelqu'un a Alzheimer, ben, c'est fini, hein. Oui, C'est, mais tant qu'on peut, il faut. oui, tant qu'on peut, tant qu'on peut. Et quand on est atteint de maladies de vieillesse, parce qu'il y a des maladies de vieillesse, ben, il faut voir ce qu'on fait avec, parce que ça, c'est, c'est ce que j'appelle la trahison du corps. Le corps nous trahit, ça arrive. Mais par contre, face à Isaac, qui lui est presque aveugle dans sa vieillesse, on dit Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Son regard ne s'était point terni et sa vigueur n'était point épuisée. Il a gardé toute sa verve d'homme jeune, toute sa vie. Et c'est individuel. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on a du mal à contrôler. Mais tant qu'on a cette, cette vigueur, ce regard, cette possibilité d'écouter, d'entendre, de voir, d'être curieux, eh bien, faut dire merci. Il faut dire merci. Merci à quoi, j'en sais rien, mais dire merci. Il y en a qui remercieront Dieu, il y en a qui remercieront la nature, il y en a qui remercieront la vie, j'en sais rien. Mais il faut dire merci. Parce que j'ai encore la possibilité d'être quelque chose de vivant, de vigoureux,
de, de, de bien. Je vais vous lire un texte, et puis on finira là-dessus aujourd'hui, d'un texte prononcé par Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. C'est un des derniers rabbins de Lubavitch, de Chabad. C'est le père de Menachem Mendel. Et il dit comme ça, c'est un monsieur qui a vécu en Russie soviétique, qui a été emprisonné, il a eu une vie très difficile. Lisez sa biographie dans Internet, vous verrez, c'est assez mouvementé. Et il dit comme ça, il est dit dans la Mishnah, donc dans la loi orale, Rabbi Eliezer ben Azaria dit, voici, je suis comme quelqu'un de 70 ans. Oui, Rabbi Eliezer ben Azaria, à l'âge de 17 ans, a eu les cheveux qui ont complètement blanchi. Et c'est pas pour rien, il est devenu le président du Sanhédrin à l'âge très jeune. C'était un grand savant. Et il a eu en une nuit, c'est un miracle, hein, enfin, il faut prendre ça comme. Il faut comprendre ça. Il a eu en une nuit ses cheveux qui sont devenus tout blancs. Il était comme vieux, quoi. Rabbi Eliezer ben Azaria dit, voici, je suis comme quelqu'un de 70 ans. Chaque juif, et alors le Rav Schneerson dit comme ça, chaque juif a en lui un aspect de Rabbi Eliezer ben Azaria, car ils ne peuvent subsister sans l'aide du Saint béni soit-il, et cela est suggéré dans le nom Éléazar. Éléazar, c'est El Hazar, Dieu m'aide. Hein? Mon aide est Ben Azaria, Ben Ezer, le fils de mon aide, de mon secours. Et en ces jours de guerre, il parle de la Deuxième Guerre mondiale, chaque juif peut dire, voici, je suis comme un homme de 70 ans. Car beaucoup de jeunes et de jeunes hommes d'Israël sont devenus comme des vieillards, même dans leurs jours de jeunesse, de peur des ennemis d'Israël. Ils se cachent dans des grottes et des crevasses, des rochers, et les meurtriers cherchent autour d'eux, et à tout moment, ils pourraient, Dieu nous en préserve, tomber sur eux. Et lorsque la nuit est passée, et que grâce à Dieu, Éléazar ben Azaria, c'est-à-dire l'aide, ils restent en vie, leurs visages flétris se remplissent de rides, et les cheveux de leur tête deviennent blancs comme ceux des vieillards de 70 ans. C'est-à-dire quand vous avez vécu des choses terribles, ça se marque sur votre corps. Et c'est très vrai. J'ai eu l'occasion, vous savez, il y a une époque où je travaillais beaucoup sur le visage. J'ai fait des cours entiers sur le visage. Et j'ai montré des photos de soldats hollandais prises avant d'aller à la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Le même soldat, des dizaines de photos, il y a comme ça. Et c'est impressionnant de voir les changements dans le visage. C'est très impressionnant, c'est à quelques années près. Hein. C'est entre 4 et 5 ans de différence entre la première photo et la dernière. Mais vous voyez le changement dans la personne. Il est marqué différemment avec l'âge. En très peu de temps, il est passé de 18 ans à 23 ans, à 25 ans. Et vous voyez quelqu'un qui a complètement changé de visage. Bien sûr, on retrouve les traits, on sait les traits d'antan, mais tout de même, très différemment. Alors, et les cheveux de leur tête deviennent blancs comme ceux des vieillards de 70 ans. Et je n'ai pas mérité que la sortie d'Égypte soit mentionnée la nuit. On nous dit dans la Haggadah de Pessah, hein, dans le récit de Pessah, qu'il y a un sage qui dit que la sortie d'Égypte n'a pas été mentionnée la nuit. Et la question est comment peut-on, les nuits en exil, qui est comparée à la nuit et l'exil, c'est la même chose souvent dans le judaïsme. On compare les deux. Et comparé à la nuit, en particulier dans cet exil plein de douleurs et de souffrances, dire la sortie d'Égypte, la sortie de l'exil. Comment? Parce que l'Égypte, c'est pas seulement l'Égypte. L'Égypte, c'est une situation d'exil, une situation d'esclavage, une situation de souffrance. Sortir d'Égypte,
c'est sortir de cette souffrance. Comment peut-on se souvenir de la sortie d'Égypte et même organiser des seder de Pessah avec toute la famille et se comporter comme des rois et des hommes libres alors qu'on est en guerre, que les nazis sont là? C'est ça qui pose comme question. Donc, la vieillesse, elle n'est pas seulement un facteur d'âge, mais elle est aussi un facteur situationnel. Il y a des jeunes, des gens très jeunes qui ont une expérience de gens très âgés parce qu'ils ont vécu des choses épouvantables. Tous ces jeunes gens qui étaient dans les mains du Hamas, maintenant, ils ont vécu des choses épouvantables. Ils ne sont plus jeunes. Leur tête n'est plus jeune, même si leur corps est encore jeune. Mais ils ont une approche du monde qui est complètement différente. Alors, il faut bien comprendre ça. C'est un très beau texte qu'on pourrait analyser longuement. Hein. Je vais pas le faire parce que c'est pas un cours sur le judaïsme. Mais là, il y a quelque chose de très important. On est aidé par des situations, dans des situations données. Pourquoi on est aidé, on n'en sait rien. Et on échappe à la situation. On sort d'Auschwitz, on sort des tunnels du Hamas et on est un autre homme que ce qu'on était en rentrant. On a été façonné différemment. C'est ça les cheveux blancs de Éléazar Ben Azaria. C'est ce changement dans notre nature. Parce qu'un jeune de 18 ans qui commence à vivre des choses absolument épouvantables, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui va se passer en lui? Alors, ça m'a fait penser à une chose, c'est que c'est l'instinct de vie. Et souvent, et tourner le regard vers la vie. Et ce qui est dur, c'est que les gens, quand ils prennent leur retraite, ils perdent ce regard et que souvent, s'ils arrivent à se repêcher, si on peut dire, ils le récupèrent. Mais voilà, c'est quelque chose qui est troublant. Je veux dire, il faut garder l'instinct de vie et tourner le regard vers la vie. Oui, mais l'instinct de vie, Gérard, il n'est pas le même quand tu n'as pas passé une expérience traumatique que lorsque tu as passé une expérience traumatique. Avec l'âge, c'est pas l'âge qui joue là, c'est l'expérience. L'expérience nous Tout rend à fait. âgés sans être âgés. Il y a Tout à rien. fait. Il y a une imprégnation indélébile qui est plus qu'une cicatrice. C'est quelque chose comme le disait Simone Veil, elle est toujours restée à Auschwitz. Elle se retrouvait avec toutes ses copines qu'elle avait rencontrées là-bas, c'était ses meilleures amies. On n'en sort pas de ça, on n'en sort pas. Non, Pas sortir de son corps, non. non, on ne peut pas sortir de ce qu'on a vécu, bien que il y ait Viktor Frankl. Hein, c'était un grand psy. Il a dit, quand j'étais à Auschwitz, je rêvais d'être de la liberté, de la vie. Et quand je suis sorti d'Auschwitz, Je rêvais d'Auschwitz. j'ai rêvé d'Auschwitz. C'est une sacrée phrase. Hein. Oui, mais il y a le rêve et la réalité, donc on rêve, il y a rêve et réalité. Et oui, parce qu'on se demande après coup, est-ce que vraiment j'étais là-bas, est-ce que j'étais pas là-bas? C'est une drôle d'histoire, ça, vous savez. C'est très difficile à percevoir ce qu'on a vécu. Est-ce que vraiment on l'a vécu ou est-ce qu'on ne l'a pas vécu? Il y a le poids des habitudes, ça rentre dans l'imprégnation. Oui, absolument, absolument. Donc, Mais oui, quelqu'un voulait dire quelque chose là. ouais, je voulais dire quand même, le traumatisme, c'est quand même de quelque chose de, même s'il était long à Auschwitz ou dans les tunnels, globalement, quand on parle de cheveux blancs brutalement, le traumatisme, c'est quelque chose d'assez aigu, contrairement à la vieillesse, quelque chose plutôt de lent, de chronique. C'est-à-dire c'est quelque chose d'une imprégnation lentement qui vient sans qu'on s'en rende compte. Un traumatisme, bon, encore une fois, ça dépend du type de traumatisme. Je ne parle pas des traumatismes longs, je parle des traumatismes courts, pas un viol ou des choses comme ça. C'est un truc aigu. Et au niveau du cerveau, c'est pas la même problématique d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes dans les quelque part l'organisme est adapté à faire face à des choses aiguës et beaucoup moins à des choses chroniques.
parce il a pas de la chronicité entraîne progressivement, justement, l'habituation n'est pas bonne. Elle entraîne notamment des taux de cortisol élevés, etc., qui vont être toxiques. Le traumatisme aigu, l'organisme est fait pour s'adapter à l'aigu, en fait. Oui. Le traumatisme aigu est plus facile à soigner que Ouais, le c'est ça. traumatisme chronique Mm. à longue échelle. Des enfants qui ont vécu dans leur jeunesse des traumatismes grâce à leurs parents sur 10 ans, 15 ans, ils ont du mal à beaucoup plus de mal à en sortir que quelqu'un qui a été violé ou qui a subi quelque chose, un accident grave ou quoi, hein, c'est sûr. Et puis, alors, si on parle de l'enfance, tout traumatisme durant l'enfance, c'est quelque chose qui est presque indélébile parce que, en fait, il va modeler tout l'organisme. Alors que au niveau du cerveau, quand le cerveau est déjà modelé, alors il a des réactions de défense. Mais là, il y a vraiment une remodélation en France. Oui. C'est-à-dire que le cerveau va être en souffrance pratiquement tout le temps parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout, il s'est pas correctement développé. Je suis en train de lire un livre, un roman, le premier roman de Raphaël Enthoven. Et c'est sur sa jeunesse. Il a une jeunesse plutôt compliquée, hein. Ah bon? Mais oui, il était un enfant battu, hein. Ah oui. Ah bon? Et vous pouvez lire le livre, il est intéressant, hein, c'est intéressant à lire. Et vous sentez que toutes ces réactions par la suite, elles sont liées à ça. Mhm. Quoi son livre? Pardon? C'est quoi le titre? Le Je ne me titre. souviens plus du titre. Ah, et l'auteur? Raphaël Enthoven, Ah, d'accord. c'est le philosophe. Le titre? Ah, il se rappelle plus du nom. Je me souviens plus, je peux le trouver très facilement, mais vous le trouverez facilement. C'est le seul roman qu'il a écrit. Et c'est un petit-fils de Dolto. Pardon? Raphaël Enthoven, il est en lien avec Françoise Dolto, c'est sa grand-mère ou son arrière-grand-mère? Ah non, je ne crois pas du tout, non. Non, non. Non. Non, non, il n'a pas de rapport avec il vient d'une famille juive, Enthoven. Alors que Dolto était plutôt une famille chrétienne, pour le moins qu'on puisse dire. Quand on lit Dolto, il y a, il y a le christianisme partout, hein. C'est pas Ouais. que, c'est pas que je méprise Dolto, bien au contraire, il y a beaucoup de choses magnifiques chez Dolto. Mais elle était très chrétienne, Dolto, très catho. Euh, euh, et quand on est un enfant battu, ben après, dans la vie, on le sent, hein. Et peut-être que quand on arrive à l'âge adulte, on est déjà vieux à ce moment-là. Raphaël Antoven et son père, ils ont eu la même femme, hein, Carla Bruni, hein. Oui, oui, oui. Oh, C'est pas une référence, hein, il a pas. excusez-moi. Non, C'est non, mais c'est- c'est une je dis chose pas que c'est. horrible, horrible. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que toute l'attitude de Raphaël Enthoven, elle est le produit de ce qu'il a vécu. C'est ton père, c'est Marie. Il vient d'une famille de gauche, lacanienne. Mm. Son père, son beau-père était un thérapeute euh, et qui lui donnait des coups à tire-larigot, et sa mère aussi. Euh, bon, il y a un déséquilibre dans sa vie qui est évident. Quand vous lisez sa biographie, vous voyez qu'il y a un déséquilibre dans sa vie. Ceci dit, j'ai pas lu son livre, hein, mais ceci dit, il a bien défendu les Juifs du 7 octobre, Oui, hein. oui, ça, Il a été exceptionnel pour nous en France. il est un des grands porteurs du drapeau juif, hein. Oui, ça y est, ok. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que notre vie a, a une relation, une implication sur notre esprit et que souvent on est plus vieux que ce que l'on voudrait parce qu'on a vécu des choses terribles. C'est pas forcé. C'est pas forcé, ça dépend du type de résilience aussi. Mais quelqu'un qui, pardon, mais celui qui sort d'Auschwitz ne, n'est-
est différent, profondément différent de celui qui n'y a jamais été. C'est évident. Ben oui, et c'est une lapalissade, effectivement. C'est une lapalissade, pas parce que, vous savez, j'ai connu des gens qui n'étaient pas à Auschwitz et qui ont vécu l'enfer, hein, ou ce qui était aussi terrible qu'Auschwitz. Donc, c'est pas ça, c'est l'intensité de la chose, l'intensité du vécu. L'intensité du vécu fait qu'à 25 ans, je peux penser comme un vieux. Quand je dis ça, je pense à André Schwarzbard. Et pour ceux qui sont sortis d'Auschwitz et qui souffrent encore de ce souvenir et de ce qu'ils ont vécu, etc., est-ce que cette souffrance, elle n'est pas teintée de culpabilité? Pourquoi ils ont survécu? Je ne sais pas. Bien sûr que Est-ce qu'il y a si. quelque chose qui peut... On le retrouve au 7 octobre. Les gens qui ont survécu à Mm. Nova ou qui ont survécu dans les tunnels ont souvent un sentiment de culpabilité par rapport aux autres. Ils ne sont pas revenus. Oui. Ça fait partie du processus. Mais ça, je crois que la culpabilité, on peut rapidement la supprimer. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas supprimer. Bon, mesdames et messieurs, Merci beaucoup. on va s'arrêter là. Merci. Je pense Merci, Raphaël. Toujours intéressant. Merci, Rafi. Merci. Merci à vous Merci tous beaucoup, Rafi. Merci tout le monde. et bonne continuation. Il est probable que je vais vous envoyer plusieurs films parce que comme il y a eu des coupures, Ah oui, ça sera en plusieurs morceaux. très bien, très bien. OK. Allez, Merci. Bye, écoute. Paul Tour. Merci, bonne semaine. Bonne semaine, au revoir. À bientôt.